mais qui sont quand même fondées. Alors, nous, on les attrape là, dans notre enquête. Euh, Ça nous permet une évaluation, d'apprécier l'évolution dans le temps, sur plus de 20 ans jusqu'à maintenant. Et ça peut guider évidemment l'offre de services, l'amélioration des politiques, si on connaît mieux les besoins des familles qui sont suivies en protection de la jeunesse. Ici, je vous ai mis peut-être que... Oups, voilà. Ici, je vous ai mis des exemples d'analyse secondaire de l'EIQ parce que ben, le rapport comme tel, c'est intéressant, mais ça reste que c'est une étude transversale et descriptive. Donc, ça ça soulève des constats, mais souvent, ça nous laisse un peu sur notre faim, si je peux dire, si on s'arrête là. Donc, ces données-là doivent être exploitées pour mettre à profit là, toute la richesse de ces données-là. Puis, je vous ai mis ici en exemple là, des analyses, des différents constats qui sont sortis de certaines analyses secondaires qui ont été faites à partir de ces données-là. Euh, Quelques exemples. Donc, on a découvert là, dans un portrait plus spécifique des 0-5 ans qu'on a fait qu'il y avait seulement 4 des tout-petits qui sont évalués en protection de la jeunesse qui ont été signalés par leur milieu de garde, alors que 28 fréquentaient le milieu de garde. Ce qui a soulevé la question de, ah oui, alors pourquoi les milieux de garde, pourquoi ces enfants-là qui fréquentent les milieux de garde n'ont pas été détectés par le milieu de garde ou signalés par le milieu de garde? On a approfondi un petit peu, on a vu que les milieux de garde semblent particulièrement sensibles aux retards de développement et aux blessures physiques, donc ce qui ressort de façon très manifeste et très évidente là, au niveau de l'enfant, mais il signale beaucoup moins les autres types de situations. Dans une autre étude qui est dirigée par notre collègue Geneviève Paquette, elle a remarqué que les enfants victimes d'abus sexuels qui présentent une déficience intellectuelle sont 6 fois plus à risque de faire des fugues répétées et d'avoir des comportements autodestructeurs comparés aux enfants victimes d'abus sexuels qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Un autre résultat de Jacinthe Dion et ses collègues, 4 des cas fondés sont identifiés comme ayant un trouble du spectre de l'autisme et ceux-ci sont plus souvent des garçons et les problèmes de santé mentale parentaux sont 89 plus fréquents comparés aux cas qui n'ont pas de TSA. Et pour terminer, notre collègue Tonino Esposito qui a travaillé ces données-là pour examiner la réunification. Il a constaté que les facteurs qui prédisent le plus fortement les bris de réunification, donc quand on place un enfant et que après le placement, on le réunifie dans sa famille, mais qui doit être replacé par la suite, c'est ça qu'on appelle un bris de réunification. Ben, ce qui prédit le plus fortement les bris de réunification, ce sont les difficultés scolaires de l'enfant, les problèmes d'attachement et la toxicomanie parentale. Donc, c'est pour vous donner un aperçu là, de comment on peut mettre à profit ces données-là pour mieux comprendre ce que vivent les familles qu'on suit en protection de la jeunesse, puis dans le fond, mettre en place des services là, qui répondent mieux à cette clientèle-là. Je vous ai mis les références sur la diapo si vous le voulez. Puis, j'ai mis ici les liens là, si vous voulez avoir plus de détails euh, sur les différents rapports de l'EQ. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention.